Prof, voilà, un pote ragondin m'a dit que les plantes souffraient. Du coup, suis-je un monstre? On aime tous l'odeur de la pelouse fraîchement tondue. Mais pour toutes les plantes rescapées autour, c'est pas du tout la même histoire. Cette bonne odeur de gazon est en fait du GLV, une substance volatile végétale relâchée par les plantes stressées, qui dit attention, danger aux autres plantes. Autrement dit, un jardin tondu sans le moignon d'herbe. C'est quoi ce bruit? La nature, c'est du Christophe André pour le nez. Allô, prof? Eh non, je suis pas... En cas de menace urgente, beaucoup de plantes envoient une hormone, Passe quoi? Danger? On est attaqué? l'acide jasmonique. En réaction, les autres plantes produisent pour se défendre du jasmonate, un insecticide. Je reste ici. La grande Gaïa me nourrira. Oh, c'est dégueulasse. Oh, pardon, mère nourricière. Béni soient tes fruits. C'est pas fini. L'acide jasmonique appelle aussi un insecte en renfort. La guêpe. Alors, on embête les épis. Gaïa, je me sens revenir à l'état sauveur. Alerte aux chenilles! Pollen! Qui veut du pollen? Viens me butiner. Heureusement qu'on n'entend pas les plantes, hein. Ce serait horrible. Ben en fait, on peut. Pour la modique somme de 300 €, vous pouvez acheter ce boîtier, le Midi Sprout. Si vous voulez entendre du midi prout, je peux vous le faire pour moins de 300 €, hein. Le Midi Sprout détecte les signaux électriques qui voyagent dans la plante et qui permettent aux racines et aux feuilles de communiquer entre elles. Aïe, des plantes qui communiquent, qui souffrent. Ce sera quoi la prochaine étape? Des cactus en PLS? C'est pas parce que les plantes réagissent à ce qui leur arrive qu'on peut comparer ça à de la douleur. Même pas mal. Ben non, disons que la plante est juste, comme le disait un grand penseur, aware. Si vous voulez savoir si je peux chanter du Vianney sans ameuter toutes les guêpes de France, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, est-ce qu'avoir des petits bras, c'est la honte? Non mais au départ, je voyais pas l'intérêt des barangs, mais là, si. Hein. Ah, j'adore. Bah oui. Tout le monde connaît le T-Rex sous les traits d'un gros reptile très énervé. 6 mètres de haut, 5 tonnes, des dents faisant chacune la taille d'un clou de chemin de fer et surtout des petits bras minuscules d'environ 90 cm. Mais t'as compté les rajouts des ongles? Toute proportion gardée, c'est comme si un grand gaillard d'un bon mètre 80 Si Thomas Pesquet, je peux avoir un autographe? Mais bien sûr, avait des petits bras de 13 cm. Depuis qu'on a découvert le T-Rex il y a plus d'1 siècle, on se demande pourquoi les petits bras. Hypothèse numéro 1, par Henry Osborn, qui a inventé le terme tyrannosaure. Ces bras servent de crochets pectoraux. Pour lui, le mâle se servait de ses petits bras lors de la copulation 10 mètres, pour bien tenir sa femelle. 3 mètres. Oh, ça n'explique pas pourquoi elle aussi avait des petites pattes griffues. Contact. Eh, du con! Et le consentement? Ce qui nous amène à l'hypothèse numéro 2. Les petites pattes servaient à lacérer de près. Hypothèse numéro 3. Faire des signaux pour la séduction. Mais c'est Cédric? Qu'est-ce que tu... je suis en rute. Je vais éclater. Hein? Je comprends rien. Ah, attends, il a reçu un colis. Pécho. Il veut garer un 380? Ah, mais quoi? Je disais, coucou les filles, vous avez de beaux ongles. C'est pour mieux arracher mon cœur. Oh, Et puis récemment, Kevin Padian, un autre paléontologue aux cheveux fous, a dit de toutes ces hypothèses... C'est de la merde. Il faut se demander ce qu'empêchent les petits bras, pas ce que ça apporte.
Pour ça, eh bien, imaginez des T-Rex à longs bras chassant en meute. J'ai du tricératops à tribord, chef. Car on pense de plus en plus que c'était le cas. Et là, c'est le drame. Mais aïe Désolé. Avoir des petits bras serait devenu un atout. En somme, pas de bras, pas de dégâts. Non, mais faut évoluer, les gars. Manger avec les doigts, c'est saut jurassique. Si vous pensez encore que le T-Rex se nourrit de pneus, alors tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, j'ai entendu qu'on pouvait désormais cultiver de la viande en pot. Oh, quand est-ce que je pourrais moi aussi en faire pousser sur les rebords de la fenêtre? Ah ben voilà, quand on parle de culture de viande, les gens croient qu'on va tous pouvoir en faire chez soi. Mais ouais! Je pourrais joindre mes deux passions, le manger et le jardiner. Et puis je créerai aussi ma chaîne YouTube. Et j'ai déjà le nom, hein. Natou, la main rouge. Salut les jardinots viandos. Aujourd'hui, je vous explique comment rempoter votre arbre à saucisson. Ouh, un nugget vient de sortir de terre. Miam miam. Stop les influenceurs, c'est pas si simple. Oh bon? Non, déjà, faut trouver des cellules de viande. J'ai du poulet dans le frigidaire. Mais elle est morte ta cellule. Il me faut de la cellule vivante et propre. Il est propre, notre frigo. Dans tout organisme, les cellules sont protégées par un système immunitaire qui chasse les microbes. Mais en dehors du corps, elles n'ont plus de protection. Il faut donc les mettre dans un lieu super stérile. Donc, dans un Vomatique. Alors, prof, maintenant qu'on a notre bout de muscle, on fait quoi? Il faut de quoi nourrir ces cellules pour qu'elles se multiplient. Super. On met quoi? Du sucre, un peu d'herbe et beaucoup d'amour. Non, faut du SVF. SVF pour sucre vanille. Fun. Non, pour sérum de veau fœtal. Quoi? Du sang de bébé de vache. Oh, quelle horreur. Les cellules du corps sont du genre ultra-patriote suicidaire. Vivre en dehors de la salle de muscu, aucun intérêt. Extraites de leur organisme chéri, faut les empêcher de s'autodétruire. Je veux plus mourir. Le sérum de veau est bourré d'éléments qui encouragent les cellules à se multiplier. On va aussi rajouter des hormones sexuelles, des stéroïdes, pour accélérer la croissance du muscle. Et après? On met le tout dans le bioréacteur, une sorte de four, à la même température que dans un poulet, 38 degrés. Ouais, ça fait moins rêver qu'un champ de chipot, hein. Mais je suppose que c'est moins risqué. Coucou les loulous. Alors, je voulais vous dire surtout, allez-y mollo sur les hormones, hein. Mollo. Si vous rêvez de dormir sur des matelas en viande, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, je crois que je me suis fait enlever par des entités qui m'ont fait subir des expériences horribles. Cher ami, je crois que vous avez tout simplement eu affaire à des humains. Coucou. Certains d'entre eux font des trucs bizarres. Par exemple, les myrmécologues, les spécialistes des fourmis. Coucou. Les myrmécologues se posent des questions fondamentales et obsédantes, du genre... Comment une fourmi retrouve son chemin quand elle est loin de sa fourmilière? Se dirige-t-elle grâce au soleil? Compte-t-elle ses pas? Pour y répondre, ils ont donc kidnappé des fourmis juste devant chez elles, puis les ont relâchées plusieurs mètres plus loin. Imaginez, c'est un peu comme si, de retour de vos courses, Ras-le-bol de tout faire ici. un extraterrestre vous embarquez sur le pas de votre porte et vous déplacez des kilomètres plus loin. Malgré ça, chose incroyable, vous savez de suite dans quelle direction aller pour rentrer chez vous. Au début du XXe siècle, un entomologiste suisse, Félix Sanchi, se doutait que la fourmi utilisait la position du soleil pour se situer dans l'espace. Se passe quoi si je mets un miroir au-dessus de leur tête? Elle va dans le sens opposé. Ah, je le savais. Tu vois, si tu travailles mal à l'école, tu finiras chercheur, comme ce vieux fou.
Sauf qu'elle réussissait aussi cet exploit sans qu'on voie le soleil. Ce n'est que 80 ans plus tard qu'on a compris que la fourmi a une vue polarisante. C'est-à-dire que même avec des nuages, Alors, effet 70s, non. elle a une vision colorée de la position du soleil. Filtre disco, bof. Ah! Filtre polarisation, c'est par là. D'autres chercheurs se sont demandé si les fourmis du désert comptaient leurs pas à l'aller, ce qui expliquerait qu'elles trouvent direct leur chemin du retour. Pour ça, ils ont pris des fourmis sur le retour et leur ont raccourci les pattes. Comme elles faisaient le même nombre de pas qu'à l'aller, mais qu'ils étaient plus petits, Hé, Christine! Tu vas jamais croire ce qui m'est arrivé! C'est la boulangerie ici, Félix. Chez toi, c'est à côté. elles se croyaient chez elles quelques centimètres trop tôt. À d'autres fourmis, on leur collait des petites échasses en poil de cochon. Félix, regarde ça! Oh, choupette! T'es allé trop loin, hein! Si vous voulez savoir pourquoi vous finissez quand même à la boulangerie avec des tijarqués à la place des jambes, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Salut, prof. J'aimerais me réincarner en tardigrade, ou devrais-je dire en Ipsibius exemplaris, parce que c'est génial et modeste, comme moi. Les tardigrades, il y en a un peu partout, surtout dans les mousses. C'est une bestiole de moins d'1 millimètre, avec une bouche en cul de poule et la démarche d'un ourson trop mignon. Mais si c'est un chouchou des chercheurs, Trop de mignonitude. c'est aussi parce qu'il est ultra résistant. Il peut survivre à 150 degrés. Pardon. Alors que Batman va suer dans son pat-slip dès 26 degrés et le fromage de la pizza gratinera à 100. Il supporte aussi moins 272 degrés. Il pourrait survivre sur Neptune. Tu es bon, Speedy! Rappelons qu'une araignée meurt à moins 7 petits degrés. Si un humain subit 1000 radios d'un coup, il meurt. Eh bien, il en faudra 700 fois plus au tardigrade pour flancher. Son secret, il évacue 95% de son eau et entre dans un état tout sec qu'on appelle cryptobiose. Il peut rester des plombes comme ça, comme une belle au bois dormant indestructible. Pour le réveiller, suffit que le chercheur le mouille avec de l'eau. Oui? Je rêve d'être toi. Je pense pas, non. Sauf que le tardigrade a une faille. Sa cryptobiose ne garantit pas le voyage dans l'espace. J'aimerais tant découvrir le monde. Ne serait-ce que 2 mètres. Le tardigrade qui veut aller loin doit Adieu. prendre l'escargot. Comme le système digestif de l'escargot est humide, le tardigrade aura du mal à devenir tout sec. Seuls 30% atteindront vivant la sortie. Si des chanceux arrivent à survivre 2 jours dans le véhicule, l'escargot aura parcouru une dizaine de mètres. Pour un tardigrade, c'est un Paris-New York baveux. Une petite glissade pour l'escargot, mais une sacrée bavée pour le tardigrade. Les plus forts, eux, se font manger et transporter par des oiseaux. Ils voyagent carrément des kilomètres et conquièrent des univers inconnus. Un jour, je serai le Thomas Pesquet des tardigrades. Si vous voulez savoir par quoi se font manger les chercheurs pour se rendre à leur congrès, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même.